Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Dans l'univers de Harry Potter, je pense que vous le savez, mais il existe un moyen d'atteindre l'immortalité. Bon, un moyen plutôt glauque quand même, parce que ça nécessite de tuer des gens pour atteindre cet objectif, mais fort heureusement, tuer, ça ne fait pas peur au Seigneur des Ténèbres, plus connu sous le nom de Lord Voldemort. Et pour devenir immortel, du coup, comment qu'on fait? Eh ben en fait, c'est assez simple, il suffit de séparer son âme en deux pour cacher un des morceaux dans un objet, ce qui provoque alors la naissance d'un Horcrux, un objet qui contient la part de mon âme. Et l'avantage de ce truc là, c'est que si jamais moi un jour je me prends un sort et je me fais tuer, la partie d'âme qui vit à l'intérieur de l'objet, elle continue de vivre, et par conséquent je ne peux pas mourir. Ah ouais, faut reconnaître que c'est pratique, hein. Et pour le coup, les Horcrux, c'est testé et approuvé par Voldy, je l'ai eu l'autre jour au téléphone, il confirme, ça marche vachement bien. Et je peux vous dire qu'il sait de quoi il parle. Alors par contre, on vous prévient quand même, l'un des effets secondaires, c'est que ça vous donne une tête de vieux testicule rasé d'un peu trop près. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Il sait de quoi il parle parce que des Horcrux, Voldemort, il en a pas fait qu'un seul, non. Puisqu'en fait, le mec quand même balèze, il a réussi à séparer son âme en 7 morceaux. 7, oui. Et ce grâce à la création de 6 Horcrux. En tout cas, si on parle des Horcrux volontaires, parce que vous le savez, Harry, lui, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il a voulu séparer son âme en 7 morceaux? Pourquoi ce chiffre-là précisément et pas un autre? Parce que ce chiffre n'a pas été choisi par hasard, et si Voldemort a voulu séparer précisément son âme en 7 morceaux, eh bien c'est tout simplement parce que le chiffre 7 possède un caractère magique extrêmement puissant. Et en divisant son âme en 7 morceaux, Voldemort espérait ni plus ni moins devenir parfaitement immortel, ce qui lui donnerait incontestablement une puissance absolument incomparable. Mais il y a toutefois un mystère autour de la création de ces Horcrux, un mystère qui concerne précisément le dernier Horcrux de Voldemort. Et pour répondre à ce mystère, il existe une théorie qui nous dit qu'à l'origine, Voldemort n'avait pas du tout prévu de faire de Nagini son dernier Horcrux, et qu'en réalité, ce dernier Horcrux était censé être un objet extrêmement rare et précieux. Parce que je vais vous poser une question, vous n'avez jamais trouvé ça bizarre que Voldemort crée des Horcrux à partir du diadème de Serdaigle, de la coupe de Poufsouffle et du médaillon de Salazar Serpentard, mais pas à partir d'un objet qui a appartenu à Gryffondor? Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre que Voldemort n'essaye pas de compléter sa collection d'objets ayant appartenu au fondateur? Et puis après tout, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a réellement pas essayé? Parce que moi si, et d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, il l'a essayé et il était même à 2 doigts de réussir. Alors puisque vous êtes là, prenez un plaid et installez-vous avec une boisson chaude parce qu'on va se lancer tout de suite, et laissez-moi vous parler de la théorie du dernier Horcrux de Voldemort, le seul Horcrux que le Seigneur des Ténèbres n'a pas réussi à faire. On y va, c'est parti, let's go! Les amis, quand Voldemort a créé ces Horcrux, je pense qu'on est nombreux à s'être fait la même remarque. Mais il est bête ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il prend des objets aussi reconnaissables au lieu de prendre un vieux caillou qui traîne au bord de la route pour que ce soit plus discret, par exemple? Et la question est légitime, surtout quand on sait que les objets en question ne sont pas seulement reconnaissables, ils sont carrément parfaitement uniques. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà tout petit, Voldemort, enfin Tom Jedusor à l'époque, était un enfant qui aimait voler et collectionner les objets qui ne lui appartenaient pas. Et quand on y réfléchit, Voldemort a créé ses Horcrux principalement à partir d'objets qui ont soit une importance pour lui, comme la bague de Gaunt ou le journal intime, ou encore le médaillon de Salazar Serpentard, qui appartenait à sa famille depuis des siècles, mais aussi à partir d'objets d'une extrême rareté qui auront pour but de compléter ce début de collection qu'il avait entamé avec le médaillon. Une collection d'objets ayant appartenu aux 4 fondateurs de Poudlard, avec la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serdaigle. Mais comme vous avez pu le remarquer, il n'a pas transformé en Horcrux un objet qui a appartenu à Gryffondor. Et a priori, on peut se dire que c'est parce qu'il avait pas prévu de le faire. Mais vous allez voir que c'est loin d'être aussi sûr, et pour vous le prouver, je vais tout simplement commencer par citer notre cher Albus Dumbledore, car comme il le dit lui-même à Harry dans le 6e livre, il semble qu'il ait réservé à la création de ces Horcrux des victimes dont la mort avait une signification particulière. Tu aurais certainement été l'une d'elles. Il croyait qu'en te tuant, il allait supprimer le danger que la prophétie annonçait. Il pensait qu'il allait se rendre invincible.
je suis persuadé que c'est par ta mort qu'il avait l'intention de créer son dernier Horcrux. Donc si on en croit Dumbledore, lorsque Voldemort est allé à Godric Hollow pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Potter, il y est allé avec l'intention de créer son dernier Horcrux, celui qui allait terminer de séparer son âme en 7 morceaux et qui était censé le rendre totalement invulnérable. Ça veut donc dire que quand Voldemort s'est rendu à Godric Hollow, il avait avec lui l'objet qui était censé devenir son dernier Horcrux. D'accord, mais dans ce cas, de quel objet s'agissait-il? Eh bien en tout cas, quoi que ça puisse être, au vu de ce que sont les autres objets qu'il a utilisés pour les changer en Horcrux, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cet objet était forcément quelque chose de très rare et puissant. Sachant qu'en plus, il faut aussi que ce soit un objet que Voldemort a laissé tomber sur place quand il a perdu contre Harry, mais qui n'a pas été retrouvé sur place après, donc un objet qui a la capacité de disparaître. Et d'après notre théorie du jour, vous l'aurez compris, cet objet que Voldemort était censé transformer en son dernier Horcrux ne serait autre que l'épée de Godric Gryffondor. Intéressant, néanmoins ça ne reste rien de plus qu'une pure supposition. Quelles sont tes preuves? J'étais sûr que tu allais me le demander, rassure-toi papy, tu vas pas être déçu. Parce que vous allez voir que non seulement c'est cohérent, ça se tient même plutôt parfaitement, mais en plus de ça, ça permet aussi d'apporter une explication à quelque chose d'extrêmement mystérieux. Je vous explique, et pour commencer, voici ce que dit Dumbledore dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je me risquerais à supposer qu'après avoir obtenu un objet de Serpentard et Poufsouffle, il s'est mis en quête d'en trouver qui ait appartenu à Gryffondor ou à Serdaigle. Je ne sais pas s'il a réussi à se procurer quelque chose qui ait été en possession de Serdaigle, mais je suis certain que la seule relique connue de Gryffondor demeure en sûreté. Eh ben dis donc, on dirait bien que ça sent pas très bon pour ta théorie, mon grand. Est-ce que tu te ferais pas un petit peu vieux, toi? Et c'est toi qui me dis ça. Oui, et soit dit en passant, je t'emmerde aussi. C'est vrai que vu sous cet angle, on pourrait se dire que c'est foutu et que la théorie est bonne à jeter. Mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça, si Dumbledore se trompe. Et il a même doublement tort, puisque non seulement Voldemort avait bien mis la main sur le diadème de Serdaigle, au moment où il est venu postuler pour devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard, mais en plus de ça, d'après la théorie, il avait aussi réussi à se procurer l'épée de Godric Gryffondor. C'est obligatoire, il l'avait, et ce pour une raison bien précise, une raison qui nous est révélée par le souvenir de Slughorn. Voldemort voulait séparer son âme en 7 morceaux. Et au moment où il est allé à Godric Hollow, il avait déjà 5 Horcrux. Il ne lui en manquait plus qu'un seul pour atteindre son objectif ultime. Il avait le journal, il avait la bague, il avait le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serdaigle. Il ne lui manquait plus que l'épée de Gryffondor pour compléter sa collection. Et il ne fait aucun doute que Harry devait servir à créer ce dernier Horcrux. Parce qu'on parle de Voldemort là, un homme qui voue un véritable culte à sa propre personnalité et une véritable obsession pour les symboles. Et vous allez me dire qu'au moment même où il allait éliminer celui qui devait le défaire, au moment où il allait réussir à créer son dernier Horcrux, celui qui était censé le rendre immortel, et ainsi mettre fin à sa quête d'immortalité, à Godric's Hollow, le village natal de Godric Gryffondor, d'un seul coup il va arrêter de chercher l'épée de Gryffondor, le seul objet qui lui manque pour avoir les 4 fondateurs. Et y aller du coup forcément avec une babiole qui a rien à voir avec le schmilblick en abandonnant ainsi toute la grandeur du symbole? Aucune chance. Si Voldemort est passé à l'action cette nuit-là, c'est parce qu'il avait avec lui l'épée de Gryffondor. Tout simplement parce que c'est Voldemort. Donc il avait l'épée et elle était censée devenir son dernier Horcrux. Ah oui, d'accord, mais dans ce cas, comment est-ce qu'il l'aurait obtenu? L'épée ne se présente qu'aux élèves de Gryffondor, et à ce que je sache, Voldemort, c'est un Serpentard. Certes, mais attends une minute, parce que ça on le sait pourquoi. On le sait parce que Dumbledore nous l'a dit, mais on le sait aussi grâce à Scrimgeour, au moment où il débarque au terrier pour lire le testament de Dumbledore à Harry, Ron et Hermione. Et dans ce qu'il leur dit, il y a un détail qui est extrêmement important. Selon des sources historiques dignes de foi, l'épée se présente parfois à tout élève de Gryffondor qui s'en montre digne. Selon des sources historiques dignes de foi. Ça veut donc dire que c'est quand même quelque chose d'assez connu, vous pensez pas? Ça veut dire que ça a quand même dû arriver à pas mal de monde avant que ça arrive à Harry et Neville que l'épée se matérialise devant eux. C'est donc pas un secret, puisqu'il y a des sources historiques dignes de foi. Et si cette information est connue, alors il y a de très fortes chances pour que Voldemort, l'homme obsédé par la collecte des objets ayant appartenu aux 4 fondateurs de Poudlard, soit lui aussi au courant qu'il est possible d'obtenir l'épée de Gryffondor par ce moyen. Donc Voldemort sait comment la faire apparaître. Bah oui, mais n'empêche que Voldemort, c'est toujours pas un Gryffondor, donc on n'est pas plus avancé. Patience, je vais y venir. Parce qu'en effet, si lui-même, en tant que Serpentard, n'a pas la capacité de faire apparaître l'épée devant lui, il peut en revanche s'arranger pour créer une situation favorable à son apparition. Et pour ce faire, il lui suffit de faire une chose bien précise, mettre en danger un sorcier issu de la maison Gryffondor. Ce qui ne devrait a priori poser vraiment aucun problème,
puisque les membres de l'Ordre du Phénix, donc les principaux opposants à Lord Voldemort, sont presque tous des anciens élèves de la maison Gryffondor. Dumbledore, les Potter, Sirius, Lupin, les Weasley, McGonagall, Folleuil, c'est bien simple, ils étaient tous à Gryffondor. Alors autant vous dire que pour mettre en danger des anciens élèves de Gryffondor, c'est pas les occasions qui vont manquer. Mais reste maintenant à savoir si cette situation a bel et bien été créée ou pas. Et c'est là qu'on va en venir au fameux mystère dont je vous parlais au début de la vidéo. Parce que vous n'avez jamais remarqué quelque chose de bizarre concernant l'attaque de Voldemort contre les Potter? Vous ne voyez pas? Bon je vais vous montrer. Retraçons un petit peu la chronologie des événements. Vous le savez, si Voldemort a ressenti le besoin de tuer Harry quand il était bébé, c'est parce qu'il était l'élu de la prophétie, celui qui était amené à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Une prophétie qui a été prononcée à Dumbledore par le professeur Trelawney alors qu'elle postulait pour devenir professeur à Poudlard durant l'automne 1979, mais qui malheureusement, alors que tout ceci était censé rester strictement confidentiel, a été également entendue par nul autre que Severus Rogue, qui est ensuite allé tout raconter à Voldemort. Voldemort a alors compris qu'il s'agissait des Potter. Or, Harry est né le 31 juillet 1980 et Voldemort ne passera à l'attaque que le 31 octobre 1981, soit 2 ans après qu'il ait appris pour l'existence de la prophétie et alors que Harry avait déjà plus d'1 an. Mais pourquoi Voldemort a-t-il attendu si longtemps pour s'en prendre aux Potter alors qu'il savait qu'il représentait un danger pour lui? C'est clairement pas normal qu'il ait laissé passer autant de temps, alors pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Eh ben peut-être que c'est parce qu'ils savaient pas encore où ils étaient cachés. Parce que je te rappelle que les Potter sont protégés par le gardien du secret qui n'est nul autre que Peter Pettigrew. Et tant que ce dernier ne les trahit pas, ils ne peuvent pas être découverts. Eh mais oui c'est vrai, t'as raison. Mais attends, quand est-ce qu'il les a trahis du coup Peter? C'est à partir de quel moment qu'il a commencé à bosser pour Voldemort? Eh ben pour ce coup-ci, c'est peut-être moi qui ai la réponse. Puisqu'il se trouve que dans Harry Potter 7, Harry tombe sur une lettre que sa mère avait envoyée à Sirius Black, dans laquelle elle remercie Sirius du cadeau qu'elle a envoyé à Harry pour son premier anniversaire. Donc probablement très peu de temps après ce premier anniversaire. Et dans laquelle nous pouvons lire ceci. James commence à en avoir marre d'être enfermé ici. Le petit queue de verre était là le week-end dernier. J'ai trouvé qu'il n'avait pas le moral, mais c'est sans doute à cause de ce qui est arrivé au McKinnon. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle en langage littéraire une ironie dramatique. C'est-à-dire que nous, lecteurs, on sait pourquoi Peter Pettigrew n'a pas le moral. C'est parce qu'il vient juste de trahir les Potter et de révéler l'emplacement de leur cachette. Mais Lily, elle ne le sait pas, et elle suppose que c'est autre chose. Ça veut donc dire qu'aux alentours du premier anniversaire de Harry, donc pas loin du 31 juillet 1981, Peter Pettigrew avait déjà trahi les Potter. À partir de cet instant, Voldemort savait où ils étaient cachés, et il était donc en mesure de les attaquer depuis le 31 juillet 1981. Et il a attendu le 31 octobre 1981 pour passer à l'action. Il a attendu 3 mois entiers avant de le faire. Ce qui reste quand même un délai anormalement long, vous croyez pas? Bah dis donc papy, franchement bien joué, j'avoue que là tu m'impressionnes. Oh mais je t'en prie, c'est tout naturel, voyons. Quand on est talentueux comme moi, il faut aussi savoir en faire profiter un peu les autres des fois. Oui, enfin t'emballes pas parce que c'est la première fois en 2 ans que tu sers à quelque chose quand même. Et vu ton attitude, ça risque fort aussi d'être la dernière. Et ça nous va très bien. Alors pourquoi est-ce que Voldemort a attendu aussi longtemps? Qu'est-ce qu'il a retenu pendant tout ce temps? Eh bien d'après la théorie, si Voldemort n'a pas attaqué immédiatement les Potter après avoir appris pour le secret, s'il a laissé s'écouler 3 mois entiers avant de le faire, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas encore en possession du dernier objet qu'il lui fallait et qu'il voulait transformer en Horcrux. Autrement dit, quand il a appris pour la cachette des Potter, il n'était pas encore en mesure d'y aller parce qu'il n'avait pas encore l'épée de Gryffondor. Et comme on l'a dit, pour mettre la main dessus, il n'avait qu'une chose à faire, mettre en danger un ancien élève de Gryffondor. Et il se trouve que, comme par hasard, les meurtres de membres de l'Ordre du Phénix ont été particulièrement importants entre le 31 juillet et le 31 octobre. Puisque c'est durant cette période que sont morts Edgar Bones et sa femme, Dorcas Meadows, Caradoc Dearborn, ainsi que Fabian et Gideon Prewitt, qui ne sont pour ces derniers ni plus ni moins que les frères de Molly Weasley. Et ça, on le sait grâce à Maugrey, au moment où il montre à Harry la photo de tous les premiers membres de l'Ordre du Phénix. On le sait car au moment où Maugrey lui montre cette photo, il lui dit que Marlene McKinnon est morte 2 semaines après la prise de la photo. Or, souvenez-vous de ce que Lily a dit à Sirius dans sa lettre. Elle a dit qu'elle pensait que si Peter Pettigrew était en train de faire la tronche, c'était justement à cause de ce qui était arrivé au McKinnon. Ça veut donc dire qu'au moment où Lily a écrit cette lettre, un tout petit peu après l'anniversaire de Harry, donc aux alentours du 31
31 juillet 1981, les McKinnon viennent juste de mourir. Ça veut donc dire que cette photo qui montre tous les premiers membres de l'Ordre du Phénix a été prise au maximum 2 ou 3 semaines avant le premier anniversaire de Harry. Et nous, spectateurs avisés, on sait que c'est pas pour ça que Petit Gros fait la gueule, mais parce qu'il a trahi les Potter. Donc ça veut aussi dire que les meurtres de membres de l'Ordre du Phénix ont commencé pile au moment où Petit Gros a trahi les Potter. Ça ne peut pas être un hasard, surtout quand on sait que parmi les membres de l'Ordre qui ont été tués, durant cette période du 31 juillet au 31 octobre, il y avait les 2 frères de Molly Weasley, qui étaient bien évidemment à Gryffondor. Et d'après le récit de Maugrey Folleuil, il a fallu 5 mange-morts pour vaincre les 2 frères. Et il précise également qu'ils ont combattu comme des héros. Un tel acte de bravoure venant de 2 anciens élèves de Gryffondor, il y avait là tous les ingrédients nécessaires à l'apparition de l'épée. Il est donc tout à fait possible que la relique de Gryffondor leur soit apparue pendant ce combat pour les aider à se défendre. Et une fois leurs adversaires vaincus, les mange-morts n'avaient alors plus qu'une chose à faire, ramasser l'épée de Gryffondor et la remettre au Seigneur des Ténèbres. Voilà pourquoi Voldemort a attendu 3 mois avant d'attaquer les Potter. C'est parce qu'il lui a d'abord fallu mettre la main sur l'épée de Gryffondor grâce au meurtre de Fabian et Gideon Préouette. Une fois l'épée entre ses mains, il ne restait plus à Voldemort qu'à se rendre à Godric Hollow, tuer Harry pour transformer l'épée en Horcrux et atteindre ainsi son but ultime, devenir complètement immortel en ayant un objet de chacun des 4 fondateurs. Évidemment, vous le savez, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque ce soir-là, Voldemort a été vaincu. Et vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi dans ce cas on n'a pas retrouvé l'épée sur place? Et à cette question, je vais vous répondre tout simplement parce que l'épée avait disparu, comme à Gringotts quand elle s'est volatilisée après la mort de Gripsec. Et non seulement ça se tient vachement bien, mais en plus ça permet de créer un symbole hyper stylé, puisque ça veut dire que l'objet qui était censé devenir le dernier Horcrux sera finalement l'objet qui permet de détruire le dernier Horcrux. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner ou encore à la partager sur vos réseaux sociaux pour la montrer à tous vos amis qui adorent Harry Potter. N'hésitez pas également à liker la vidéo ou encore à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous croyez à cette théorie ou alors est-ce que vous n'y croyez pas, et dans ce cas-là, pourquoi? Et si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, eh bien je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et je suis super actif dessus, surtout sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà, sur ces bonnes paroles, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Exio, ciao!